Salut à tous les passionnés d'IA, je suis Pierre Vanier, PDG, fondateur de la société Flint, société de conseil en tech, en data et en IA. Vous êtes sur le podcast Y'a pas que la data. Je suis accompagné par qu'on ne présente plus, notre senior data scientist Thomas Memoun, qui Salut Pierre. décortique l'actualité de l'IA avec brio. Alors, si vous appréciez un petit peu notre travail, si vous appréciez le podcast Y'a pas que la data, je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre un like, à partager. Bref, ça peut nous aider et puis ça nous permet de toucher de nouveaux esprits curieux. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment d'IA. On est le dernier jour de mars. Il y a une actualité au mois de mars qui est probablement comparable à toute l'année 2024. Donc beaucoup de choses à dire. On va parler des nouveaux modèles évidemment qui sont sortis, ceux qui nous ont pas laissé dormir et ceux qui nous ont vraiment intéressés particulièrement, on vous dira pourquoi. On va parler de vibe coding, on va parler d'agents, on va parler de robotique, on va essayer de dresser un panorama en 45 minutes. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut Pierre, ça va très bien et toi? Bon, ben moi écoute, ça va au top. Fatigué toujours parce que les semaines font 8 jours, mais ça va au top. Alors, on dit qu'on va parler de modèles. Ouais. On a vu un nombre de modèles qui est sorti ces derniers temps qui est juste hallucinant. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors, bien évidemment, on n'a pas le temps on n'a absolument pas le temps de tous les tester. Est-ce que Non, tu as... il y a eu Vas-y. beaucoup de modèles et je voudrais avant revenir sur un point, puisque on est le lundi 31 mars en Ah oui, effet. c'est vrai, tu avais une actu intéressante à nous partager avant. Ouais, Tout à fait. alors presque tout le monde est au courant, je pense, mais vendredi dernier, donc le vendredi 28, sur le marché financier, enfin sur le marché du Nasdaq, donc les nouvelles technologies, on a CoreWeaves qui a été introduit en bourse. Pour rappel, CoreWeaves, ils ont acheté il y a eu des accords il y a peut-être 2 semaines sur l'achat de Weight and Biases, c'est un peu l'équivalent de MLflow. Ok. Et donc, ils sont arrivés sur le marché, enfin sur le Nasdaq, pardon. Et l'objectif, c'était un peu de, de sentir si les entreprises associées à l'intelligence artificielle avaient, comment expliquer, étaient bien vues en fait sur les marchés financiers. Puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de valorisation. Là, je crois que cette semaine ou la semaine dernière, il y a OpenAI qui a terminé un tour enfin, il a terminé un tour, ce qui fait valoriser l'entreprise à 300 milliards de dollars, ce qui est Je ne monstrueux. comprends même plus ces chiffres. Bah, ouais, bah, ça n'a même plus de valeur en tant que tel pour nous, en tant que humains. Euh, mais en fait, ce que les venture capital investissent, ça ne veut pas dire que le monde entier valorise à la même valeur, enfin, c'est Mm, un peu bête cette phrase, mm, mm. l'entreprise. Et en fait, bah, elle est apparue vendredi sur le Nasdaq, je parle bien de Ouais. CoreWeaves, avec une capi à, je crois, 26 milliards. Les chiffres, je ne les connais pas exactement. Et avec une valorisation à 40 dollars par action. Ok. Et en fait, à la fin de la journée, il y a une chute de 3%, ce qui équivaut à une valeur à 38 dollars. Ouais. Moi, je trouve que c'est un message qui est quand même assez fort, puisque bah, on est dans une des premières entreprises qui se vend comme intelligence artificielle. Pour Qui rappel, Nvidia. s'introduit comme ça, qui s'introduit Ouais, en c'est ça. bourse, ouais, qui fait une IPO. Ouais. Ouais, IPO, c'est le terme, pardon. Et de l'autre côté, on a des entreprises comme Nvidia qui aujourd'hui sont beaucoup associées à de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas ce qu'elle propose. Elle propose des processeurs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, à voir cette semaine comment les choses vont bouger, mais dans un mois qui a été très tendu sur les marchés financiers, Ouais. économiquement parlant, Ouais. euh, on n'a pas de boule de cristal, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est quand même pas un bon message. Donc, à voir comment les choses vont évoluer Ouais, ça dans pose ce des sens. questions, tu fais bien de le dire, en fait, ça pose des questions de savoir quelle est la vraie valeur finalement de ces entreprises, qui est très difficile, parce qu'il y a une espèce on peut le dire, je pense qu'il y a une espèce de bulle spéculative aussi de tous les VC, les financiers qui veulent arriver
énorme pizza que représentent leurs espoirs par rapport à l'IA. Mais en fait, l'envers de la médaille, il n'est pas forcément, c'est un peu ce que tu nous dis au travers de ça, le marché est pas forcément euphorique, en fait, à l'idée de l'introduction de cette entreprise sur le Nasdaq. Donc, c'est un peu un signal, quelque part, mitigé, quoi. C'est un signal qui est mitigé et surtout, en fait, ça met de côté tout le marketing. Là, on est dans le concret, le réel, l'argent. Et ça pose, pour moi, bien des soucis puisque aujourd'hui, on est matraqué par l'intelligence artificielle. Je suis désolé, on ne parle pas du tout des modèles. Initialement, on devait parler C'est pas des grave. modèles. On s'en fout. On est- Le meilleur plan, c'est qu'il n'y a pas de plan, hein. Ouais, alors, ouais, t'as complètement raison, mais moi, d'un côté, ça me rassure, puisque même si j'ai beau être data scientist, faire de l'intelligence artificielle et ce genre de choses, je suis pas convaincu que l'intelligence artificielle partout, ça soit l'avenir et la solution. Et aujourd'hui, ça, c'est un avis perso que j'ai jamais vraiment partagé, mais on est matraqué partout sur l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand tu vas voir une pub à la télé, je l'ai vu, on utilise le terme intelligence artificielle alors que, tu sais, sur les processeurs boostés intelligence artificielle, les, La les crème choses anti-rides boostée à l'intelligence artificielle. Non, mais tu le vois un peu partout et je trouve ça dommage que ça dénature déjà le sujet, ça dénature le propos et c'est pas spécialement utile. Donc, Ouais, ça à peut voir. même être finalement presque néfaste, en fait, d'une Ah bah certaine moi je manière. préfère moi alors ça fait un peu vieux jeu mais je préfère une solution enfin je préfère acheter un produit sans intelligence artificielle plutôt qu'un produit avec l'intelligence artificielle. Mm. S'il y a de l'intelligence artificielle, c'est que ça doit vraiment m'apporter quelque chose en plus. Mm. Mais entre deux objets qui font, enfin deux services, deux solutions qui font la même chose, j'ai pas besoin d'avoir de l'intelligence artificielle. Mais rappelle-toi, ça rejoint beaucoup ce qu'on avait vécu, toi et moi, quand on était allés en conférence aux États-Unis, de voir des anciens vendors et fournisseurs de solutions, pas du tout IA, qui mettaient de l'IA partout. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas d'IA, t'es pas in, t'es pas hype et tu vends peut-être moins bien. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Je te propose qu'on parle de modèles Oui. parce que dans Il n'y a pas que la data, il y a aussi beaucoup de data et il y a aussi beaucoup d'IA. J'ai vu des modèles super intéressants. TX Gemma de Google, qui est un modèle qui est construit sur Gemma, qui est un modèle open source et que je trouve très intéressant parce qu'ils poursuivent sur leur lancée. C'était déjà un très bon modèle, mais là c'est une nouvelle version. Et c'est un modèle qui est tourné autour de tout l'aspect thérapeutique et donc recherche en médicaments, etc. Donc moi j'aime beaucoup ça parce que je trouve que bon, il y a les modèles grand public, ChatGPT ou création d'images, etc., création de contenu qui sont fort intéressants. Mais là, je trouve que tu as de la classification, de la régression, de la génération. Tu as des systèmes d'agents thérapeutiques qui sont alimentés par Gemini 2.0 Pro. Tu as des outils spécialisés. Donc, en fait, le modèle peut aller se connecter à PubMed, Wikipédia et tout un tas d'outils moléculaires pour aller faire de la recherche. Moi, je trouve que c'est très intéressant. J'ai un faible pour tout ce qui est médical, health, santé et life science. Parce que je pense que foncièrement, c'est vraiment un domaine où ça va exploser, où ça peut vraiment rendre des services très concrets en fait à la société, à l'humanité. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de ce genre de modèle, toi. Alors, là, ça fait partie des petits modèles justement ou c'est un gros modèle? Tu sais combien il y a de milliards de paramètres? Combien il y a de milliards de paramètres? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je n'ai pas le... Si, il est disponible en trois tailles, 2 milliards, 9 milliards et 27 milliards. Donc, ce sont C'est génial. des petits modèles. Et là aussi, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans un petit peu le bestiaire à la Prévert qu'on va vous faire des différents modèles. Et on s'aperçoit qu'il y a des modèles de plus en plus puissants et de plus en plus petits. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que c'est cool pour l'énergie, c'est cool pour plein de raisons. Moi, je trouve ça vraiment bien. C'était un des sujets qu'on avait mentionné en fin 2024, les petits modèles, enfin les SLM, les Small Language Ouais, c'est Models, ça, exactement, exactement. qui sont là pour vraiment changer les choses. Le problème, c'est souvent je pense qu'on en parle moins que les gros modèles, puisque on est encore
beaucoup biaisé par les leaderboards. Ouais, c'est ça, Où, ouais, c'est ça, le classement des X premiers qui font le haut de la rampe, hein, finalement, qui tiennent le haut de l'affiche, quoi. ouais, et puis après, tu vois, j'ai repensé, et je me suis dit, c'est peut-être normal. Aujourd'hui, c'est trop difficile de choisir son modèle, donc qui sont un peu sur étagère, que ce soit un small, un large, enfin, peu importe, de le fine-tuner, de le comprendre, de le tester. Ouais. Je trouve que c'est vraiment difficile et je pense que par nature, même si je suis vraiment pour, et je crois que toi aussi, tu es pour les petits modèles, c'est tellement plus facile d'utiliser des gros modèles Bah finalement. ouais, bien sûr. Bah bien sûr. Et ça crée un biais qui est monumental, je trouve. Et, et c'est vraiment dommage. Mais de façon générale, Google, ils ont sorti vraiment beaucoup de choses ce mois-ci. Ouais, très très clairement. Et j'ai juste une question. Est-ce que tu sais si ça a pour but de remplacer ou d'aider certains corps de métier? Puisque j'ai regardé un petit peu cette semaine, puisqu'il y a eu 2.5 qui est sorti, ils en ont parlé à côté. Euh, 2.5 est-ce- Pro, hein. Là c'est un ouais, autre tout à modèle, fait. Gemini Exa- 2.5 Pro, qui est exactement. sorti effectivement il y a peu de jours. On pourrait en parler d'ailleurs de Gemini 2.5 Ouais, Pro. tout à fait. Mais je Ouais, voulais parler juste de TX Gemma. ouais. Est-ce que le but, c'est d'aller accompagner certains métiers? Est-ce que c'est vendu comme ça ou pas du tout? Moi je le vois plus comme un modèle orienté recherche clinique. Donc pour les labos, pour les startups qui font effectivement de la recherche sur thérapeutique, sur les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules, etc. Il y avait eu à un moment donné un modèle français par Mistral qui s'appelait BioMistral. Donc en fait, il y a pas mal de modèles. Il y a eu des modèles. Il y avait PaliGemma, qui était une autre version de Gemma, qui utilisait et qui était plus utilisé, qui était un modèle Vision, je crois, qui avait été entraîné sur tout un tas de radiographies, images IRM, etc. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a un espèce d'écosystème de petits modèles plus spécialisés, orientés médecine, life science, médicaments, pharma. Euh, alors, à la fois, bon, en fait, je pense que Nvidia l'avait dit, mais les gros, je pense que je sais, je crois savoir que Google est partenaire de Sanofi et de très grands labos. Donc en fait, aujourd'hui, ils sortent ça à la fois pour la com, à la fois parce qu'en fait, je pense qu'ils travaillent beaucoup en R&D dessus, mais parce que aussi, ils ont pas mal de partenaires dans le domaine des life science et de la pharma. Et donc du coup, bah, finalement, autant montrer ce qu'on fait derrière et puis le proposer. Alors je sais pas, je crois qu'il est aussi fine-tunable, ce qui est aussi assez intéressant. C'est-à-dire que tu pars d'un modèle préentraîné, mais tu vas pouvoir ensuite du coup le fine-tuner pour pouvoir l'adapter à ton cas précis d'utilisation. Ok. Moi, j'avoue que je m'avance pas plus que ça dans ces domaines-là. C'est vraiment complètement inconnu à mes yeux. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on mettait autant d'énergie dans l'intelligence artificielle et le médical, ou du moins la pharma. C'est pourquoi on travaille autant sur la création des, pas des molécules, mais ADN. Il y avait tous ces sujets-là. Ouais. Ah, je ne comprends pas. Passons à autre chose. Qwen Je te remercie. 2.5, la Chine. La Ouais. Chine, grosso modo, principalement, moi, si je retiens, il y a Qwen, Alibaba et il y a DeepSeek. C'est un peu c'est les deux mastodontes. Et Ouais. en Il y a fait, ByteDance aussi, hein, qui a beaucoup de données. il y a Ceux ByteDance qui ont aussi, de TikTok. TikTok. Ouais. 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 Qui a sorti des modèles très impressionnants autour du lip sync, autour de la vidéo, autour de logique. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Qwen a sorti un nouveau modèle qui est plus petit, là aussi, 32 milliards de paramètres, et qui rivalise de performance avec des GPT-4 Vision, avec du Gemini. Et, là aussi, ce qui est très intéressant dans ces modèles, c'est qu'ils sont fournis en licence open source. Et en fait, ils viennent directement, systématiquement, c'est assez marrant, mais venir couper l'herbe sous le pied de Anthropic, de OpenAI et des modèles fermés. Donc à chaque fois que tu as une annonce qui va sortir d'Anthropic ou d'OpenAI, tu peux être sûr que la veille, l'avant-veille ou une semaine avant, tu as Qwen ou tu as DeepSeek qui sortent un modèle au moins aussi intéressant en open source. Donc ça, je trouve c'est assez marrant à voir finalement, mais ça en dit beaucoup aussi sur ce qui se joue au niveau géopolitique et macro en fait.
Bah, il y a ce sujet-là, et puis de façon plus simple, il y a Qwen 32 billions de paramètres, Ouais, donc c'est ça, 32 32 milliards. milliards. Ouais. Il était déjà sorti en début d'année et ils l'ont ressorti dans Ouais, sa forme Instruct, enfin, donc ouais, c'est beaucoup ça. plus simple pour son utilisation en tant qu'humain. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et Qwen, c'est un modèle qui est vraiment plébiscité. Euh, c'est peut-être le... Alors, je ne sais pas si je m'avance sur cette phrase, mais c'est un peu le Llama à la chinoise Ouais. qu'on aime utiliser quand on a les ressources nécessaires. Et on va en parler de ça parce que c'est super intéressant parce que dans le même temps, on voit effectivement des modèles aujourd'hui 32B qui sont sur certains benchmarks pas loin d'être aussi puissants que des modèles 72B, c'est ce qu'il disait, 72 milliards de paramètres. Et donc des modèles de plus en plus petits, de plus en plus puissants. Et de l'autre côté, on voit, j'en parle, mais il y a Apple qui a sorti, Apple n'a pas sorti d'IA, je te rassure. Ils ne sont pas Tu sais encore qu'ils sur... ils se font attaquer en justice, hein, pour Apple Intelligence. Ah ouais. Ouais. Mais Une ils sont publicité surtout, mensongère. enfin à mon avis, ils sont malheureusement surtout complètement à la ramasse aujourd'hui au niveau de l'IA. Mais ils ont sorti, non, du matériel. Ils ont sorti un MacBook Studio sur lequel tu peux mettre. Je crois que c'est monstrueux en termes de gigas de RAM. Je crois que c'est 572 gigas de RAM max. 572. Ouais, c'est Ok, monstrueux. c'est monstrueux. Mais encore une fois, c'est le même problème. On n'attend pas Apple sur de l'IA. Enfin, moi, j'ai un vrai Ah oui, problème oui, là-dessus. oui. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ce type de machine, bon, je crois que la plus grosse configuration du MacBook Studio, dans sa plus grosse configuration, qui est un serveur, hein, qui est Oui. réellement un serveur, on monte à plus de 10 000 euros, je crois. Mais ça veut aussi dire, moi j'ai vu quelqu'un télécharger, tu peux potentiellement télécharger dessus un DeepSeek R1 de DeepSeek R1, il fait 685 milliards de paramètres. C'est le plus gros. V3, pardon, DeepSeek V3. C'est le plus gros de DeepSeek. Et j'ai vu quelqu'un le faire tourner sur de l'Apple M3 Ultra Ok. donc du coup, je ne sais plus combien, à un certain nombre de tokens par seconde, loin d'être ridicule en fait. Loin d'être ridicule. Et, Donc, et- mais tu fais quoi comme application avec ça? C'est-à-dire que là, c'est un peu. Voilà, ça a été compliqué pour moi ce mois-ci. C'est comme si j'ai une retombée du soufflet. Tu as la plus grosse machine, tu arrives à faire tourner ça, mais qu'est-ce que tu fais comme application grâce à ça? C'est-à-dire que bah, pour moi, c'est encore une fois un coup d'esbrouf où tu envoies des tokens, bah, ça marche sur ta ouais, machine, c'est trop bien, ouais. mais Bah, en en fait, fait, tu vas où? t'as l'un des plus gros modèles aujourd'hui, state of the art, frontier modèle existant. Donc DeepSeek dans sa V3, et tu le fais tourner en local, et tu as l'équivalent de, je sais pas, presque tout le savoir de l'humanité sur ta machine de salon. Et en fait, Ouais, ok, je comprends l'idée. c'est vrai qu'aujourd'hui, mais en fait, je pense que c'est plus des coûts, soit marketing ou coûts d'éclat aujourd'hui, je pense, ce genre de choses, parce qu'effectivement, pas grand monde, voire personne, n'a besoin d'avoir un DeepSeek V3 dans son salon. Ça n'a pas de sens. Mais l'idée derrière, en fait, c'est peut-être un petit peu plus ça que je vois venir. Pour une entreprise qui va avoir peur de ce que ces données partent à droite à gauche, qui n'a pas envie de faire du buy et qui n'a pas envie de faire un RAG à base d'Anthropic ou d'OpenAI avec les données qui partent je ne sais pas où, etc. Potentiellement, tu peux très bien imaginer avoir une machine suffisamment puissante aujourd'hui pour faire tourner des modèles très puissants et éventuellement avoir un RAG de très très bonne qualité sur une grosse base de connaissances de l'entreprise en local, tout ça en circuit fermé. Donc on va arriver, je pense, de plus en plus vers une commoditisation des modèles très puissants, éventuellement même multimodaux, qui va permettre du coup aux entreprises de mettre de plus en plus d'IA dans leur workflow, dans leur système, etc. Moi je le vois comme ça. Ouais, ça c'est un bon point, mais tu vois, imagine, tu as juste une entreprise de 10 personnes que tu as fait tourner sur un serveur, ce fameux Ah mais de toute DeepSeek. façon, non, une entreprise de Tu 10 peux. personnes, ils n'ont pas besoin d'IA hors ChatGPT en fait. C'est ça le Non, mais ce que truc. je veux dire, c'est une fois que c'est sur ta machine, c'est-à-dire, ok, tu as fait tourner ton modèle, ça fonctionne pour toi, mais si tu veux proposer la solution à juste 10 personnes, Ah tu ben vas non, ça mettre en passe. place des queues et c'est Ah oui, impossible en oui. fait. Ah non, non, ça passe pas.
Ah non, ça passe Tu pas. tapes tout de suite la limite. Ah oui, Donc, tout à fait. c'est limite un plaisir coupable que tu te fais juste à toi, dire oui, ça marche. Et Ouais, moi, je comprends tout à fait, mais à des fins utiles, je ne sais pas où on va. Mais ça permet aussi de sauter sur peut-être la partie cash de Anthropic. ouais, Euh, donc, la réduction du coût des tokens, ça, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui reste quand même assez intéressant. Ça a été mentionné depuis un petit moment, mais en gros, quand ils divisent, ils réduisent de 90% potentiellement c'est ça. à la fois le coût et la latence aussi, hein, C'est ça. Et parce en que les fait, toute tokens la magie, sont en cash. tout est dans le cash et toute la magie se fait à ce moment-là. Donc après, je ne suis pas rentré plus que ça dans les détails, mais le cash permet d'éviter de rappeler à chaque fois des tokens utilisés. Hmm. Et donc, bah, c'est hyper vertueux ce que tu gagnes en temps, en argent, surtout en argent. Et c'est un sujet qui a été mentionné, ça fait 4 5 mois en fait, Ouais, ça ça fait un moment existe. déjà, hein, qu'ils parlaient de ce cash, hein. Et là, ils reviennent dessus. Et c'est souvent un truc que j'ai du mal à saisir chez Anthropic, c'est qu'ils parlent de quelque chose 6 mois auparavant, ils reviennent après. Ils Et font c'est du encore plus. Les ça, MCP, tu vois, le cash. ça s'appelle le réchauffer, hein. Ça s'appelle le réchauffer et c'est un principe de com en fait. Tu sors un truc, puis Ah, tu 3-4 mois penses? après, oui, 3-4 mois après, tu ressors le truc, quoi. Sans évolution à la fin. Bah, pas des masses. Pas des Ok, masses. Pas des masses. ok. Après, un des modèles sur lesquels j'aimerais vraiment bien qu'on s'arrête, c'est Gemini 2.5 Pro. Parce que je pense qu'il change vraiment la donne. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, moi, je développe beaucoup. Et comme aujourd'hui, je pense 100% des gens qui développent avec l'IA développent majoritairement, presque exclusivement, avec Sonnet 3.5, ensuite 3.7, maintenant 3.7 avec une version Thinking, modèle de raisonnement 3.7 max. Et aujourd'hui, on était vraiment sur une hégémonie d'Anthropic et de Sonnet 3.7 sur le monde et l'industrie du développement logiciel. Et ce qui se passe, c'est que l'arrivée de Gemini 2.5 Pro vient tout chambouler. Parce que moi, j'ai pu le tester. Beaucoup d'influenceurs l'ont aussi testé. Et aujourd'hui, les résultats sont très, très intéressants, au moins aussi bon, si ce n'est meilleur que Sonnet 3.7. Et ça faisait au moins un an, voire, ouais, ça faisait un an, donc en fait presque le laps de temps de l'humanité pour à l'échelle de l'IA, c'est énorme. Ça faisait un an que Anthropic était vraiment seul, tout en haut, au niveau des fournisseurs de modèles extrêmement puissants pour développer du code. Donc Gemini 2.5 est vraiment très très intéressant et ça, je trouve que c'est cool. Tu l'as testé? Alors moi, je ne l'ai pas testé, mais ça soulève un truc qui est vachement intéressant, c'est que durant le mois de mars, j'ai fait quand même pas mal de petites conférences à Montréal qui étaient tout à fait agréables, beaucoup sur euh, les AI, donc les RAG, les LLM, les agents, pour suivre un peu mieux. Des fois, je trouve ça plus agréable que de lire tout le temps. Et en fait, je me rends compte que Google s'était beaucoup utilisé. En fait, le côté, je m'en étais jamais rendu compte, mais rien que le contexte qui est énorme, on parle Exactement. de 1 à 2 millions, ça dépend, Ouais, et tout ben à ça fait. te permet de faire c'est mal dit, mais ça te permet de faire un fourre-tout qui est incroyable, un gros gloubi-boulga où tu mets tout ce que tu veux, et Ouais, même si c'est pas le plus puissant ou le plus cohérent, ça consomme toutes ces données-là. tout Et à là, fait. je l'ai beaucoup vu par exemple pour les RAG, et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. C'est presque un Euh, rag killer, hein, quelque part. Parce que le fait que tu puisses mettre 2 millions de tokens, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de fenêtres de contexte. Et ça te permet de faire passer beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois qu'ils gardent, parce qu'il y avait un problème d'attention qui faisait que un peu. parfois, sur les grosses fenêtres de contexte, tu pouvais avoir des modèles qui avaient une attention très forte au début de la fenêtre de contexte, mais qui petit à petit perdaient beaucoup de pertinence. Et là, je crois que Gemini a une attention qui est assez constante. Ok. Pour le 2.5 Ouais, en particulier? tout à Ok. fait. Mais là, ils le vendent vraiment comme un outil de coding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mis en avant. C'est le Ouais, modèle expérimental, hein. ouais, ouais, Ça, ouais. c'est bien important de noter. Ouais. C'est expérimental. Le modèle, il n'est pas encore complètement sorti. Euh, Ils mettent Fenêtre d'un vraiment en million de avant. contextes, 2 millions prévus prochainement. C'est ça. Et c'est un modèle Cutoff. thinking aussi, hein. Donc il y a une Ouais. capacité de raisonnement au Il fait tout. départ. Ouais. Il fait la cuisine aussi. Non, non, c'est un gros modèle qui a été entraîné jusqu'à fin janvier 2025, si je me trompe pas. Et
et à voir où ça va nous emmener. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de biais. Encore une fois, on est rempli de biais et par nature, changer un LLM pour qui ça fonctionne, c'est difficile. Alors, Tu moi, vois. ce que j'ai trouvé de notable et de très agréable sur Gemini 2.5 Pro par rapport à Sonnet, que ce soit le 3.5 ou le 3.7, c'est que Sonnet avait la fâcheuse tendance, et c'était vraiment très énervant, à chaque fois que tu lui dis un truc pour le corriger, à chaque fois, peu importe ce que tu lui dis, mais à chaque fois, il te dit, mais c'est une excellente idée, mais vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un aligne, il y a une exagération de l'alignement du modèle. C'est-à-dire qu'en fait, il est grosso modo, il est tout le temps d'accord avec toi, même si tu lui dis potentiellement des choses qui sont limites, voire presque fausses. Ce Oui, qui est oui, mais vraiment... En fait, il te remettait jamais en question. Il allait jamais à te contredire, etc. ok. Et j'ai été super étonné quand j'ai utilisé 2.5 parce que à un moment donné, je lui dis, tu crois pas que on pourrait faire ceci ou cela dans un problème de logiciel? Et il me dit, non, je pense pas que ça soit une bonne idée pour telle et telle et telle raison. Et j'ai été très très agréablement surpris parce que c'est ce qu'on veut. On veut pas un modèle qui dise amen à tout, tu vois. On veut un modèle Je suis qui d'accord. soit capable de confronter les points de vue et les idées. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y avait il y avait comme tu sais, comme les acteurs de théâtre qui surjouent. Mais en fait, Sonnet, il était suraligné. Donc, il était presque surenthousiaste par rapport à tout ce que tu lui dis, même potentiellement, pardonne-moi l'expression, des conneries. Donc, ça, Ok. c'était vraiment très cool. Et je pense qu'on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais moi perso, ça fait un mois que j'utilise le 3.7 comme tout le monde. Je suis déçu du modèle. Enfin, je préférais 3.5. Il y a pas mal de gens qui Ok. ont été dans ce cas-là. J'ai Ouais. pas voulu lire quoi que ce soit. J'ai Eh pas ben, voulu. ça y est, tu l'as dit, maintenant c'est enregistré, c'est à vie. Non, non, mais ça peut être. Mais j'ai rien voulu lire. Je me suis fait mon avis. Je me suis dit, putain, c'est Ouais, pas la même chose non, qu'avant. Je ouais, n'aime pas. ouais, 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 Et ouais. je fais bien attention parce que tu sais, maintenant ils t'envoient sur Haiku si jamais il y a trop de demandes ou tu sais, ils ont. Ouais, 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 ouais. Non, j'aime pas et j'aime beaucoup moins. Et ça m'inquiète un peu. Et en fait, c'est peut-être à ce moment-là où d'autres acteurs peuvent prendre le pas. C'est-à-dire que, Bah, du coup, bah. Gemini. Ouais, Gemini. peut-être. Et un autre point qui était super intéressant sur Sonnet, quand tu développes, enfin, les gens, s'il y a des développeurs qui nous écoutent, ils le savent, tu développes, tu fais beaucoup de bugs. Et en fait, il faut que tu résolves tes bugs petit à petit. C'est un peu un travail d'investigation. Et ce que je trouvais vraiment nul dans Sonnet, c'est que tu pouvais, en fait, tourner en rond pendant des heures et des heures sur sur le même genre de truc, sur le même genre de bug. Tu avais vraiment un côté. Et Gemini a eu une méthodologie pour développer que j'ai trouvé très intéressante de dire bon attends une sorte de méthodologie un peu déductive en mode oui bon là ça bug à tel ou tel endroit, ce que je vais faire c'est que je vais commenter telle ligne pour vérifier si c'est telle ou telle fonction qui crée le bug, donc vraiment une démarche presque euh, un peu plus proche de la démarche des développeurs Il a rajouté des finalement. prints. Il a Ben, raj- il commentait, il mettait des logs, il mettait des traces, etc. Il avait une démarche que je trouvais déjà plus propice à aller plus vite, plutôt que Sonnet 3.5 ou 3.7 qui avait l'impression où il réécrivait tout en permanence et tu pouvais tourner des heures et des heures et des heures. Donc très très bon, très très bonne vibe sur Gemini 2.5 Pro. Ok, et et pour Gemini 2.5, tu pouvais utiliser une API, c'est ça? C'était disponible? Ou Alors, tu comment peux ça? l'utiliser via alors, différentes API, Vertex et AI Studio. Moi, je l'utilise donc soit je l'utilise dans AI Studio, qui est le back-office de Google Ouais, développeur, tout à où fait. tu peux faire tes prompts, etc. Et du coup accéder à tous les modèles. Soit je l'utilise directement dans mon interface de logiciel, qui est pour le coup, moi je travaille avec Cursor. Et donc du coup, dans Cursor, tu as la possibilité d'appeler différents modèles. Et donc, ils ont mis très récemment, parce il est sorti la semaine dernière, donc ils l'ont mis il y a 2-3 jours. Donc les choses sont toutes fraîches, mais tu as la possibilité d'appeler 2.5 Pro. Et c'est vraiment... Là aussi, c'est intéressant parce que la plupart du temps aussi, quand tu développes, tu dois lui donner des docs, du code, des repositories, tout un tas de... En fait,
le contexte est super important quand tu développes, et plus tu lui donnes un contexte riche et pertinent par rapport à ce que tu vas vouloir coder, plus le modèle va être, lui, pertinent aussi. Donc, c'est ce qui fait que tu vas aller plus vite à coder ou moins vite. Ok, c'est hyper intéressant. Bah, c'est pas mal, puisqu'en fait, tu te rends compte que tu te rapproches un peu plus d'un raisonnement humain, et ça nous permet peut-être de passer sur la partie agent. Carrément. Effectivement, il y a eu des choses, encore une fois, ce mois-ci. Attends, il y a Euh, quand même un autre modèle qu'on n'a pas dit. C'est le modèle, tu l'as Quoi? testé, le modèle GPT-4o, la nouvelle version de création Lin- d'images. LinkedIn l'a testé pour moi. Ouais, je l'ai testé un petit peu. J'ai testé un peu. Donc, on en rigole, mais c'est quand même un gros coup qu'a fait OpenAI, parce que leur modèle, donc c'est un modèle. Donc il y a des choses assez intéressantes, c'est que c'est un modèle qui n'est pas un modèle de diffusion, comme les modèles Midjourney, Stable Diffusion. Donc c'est un modèle c'est une amélioration de GPT-4o dans la création d'images, et les résultats sont tout à fait bluffants en termes de puissance et de qualité. Alors tu rigolais effectivement, tu vois que ces studios Ghibli, tu peux nous en parler peut-être, c'est assez marrant ça. Non, bah en fait, il y a toute la partie. On considère que les données ont été entraînées sur. Il n'y a pas que le studio Ghibli, je crois qu'il y a aussi genre Ah Le mais, Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a ah eu mais pas mal de grandes licences. mais Euh, tu peux lui mettre tout un tas de styles. Et il va en fait, tu prends une photo, tu le codes dans ChatGPT, tu choisis la version 4o image et tu lui dis dessine-moi cette photo sur le style de tel ou tel dessinateur, tel ou tel studio, telle ou telle série dessin animé, etc., etc. Et il te mais fait. après, ça tend naturellement. Ouais, Le modèle tend naturellement vers quelques licences. C'est ouais. ça, en fait, tout le point. Ce qui pose des problèmes pour certains. Pour moi, ça me paraît normal. Mais est-ce que tu veux qu'on ouvre la boîte de Pandore de ce modèle? Tu veux Non, qu'on en... non, non. Moi, juste, je veux juste dire un truc, moi, que je te trouvais assez marrant, c'est que j'ai testé comme tout le monde Studio Ghibli. Je nous ai ghiblifié. Je le mettrai en commentaire Ok. ou dans les YouTube et tout ça. Tu verras très très bien. Non, j'ai essayé j'ai essayé quelque chose qui ils l'ont quand même bridé, hein, parce que si tu demandes de te refaire toi sur le thème Jedi Star Wars, il bloque, hein. Et il bloque beaucoup. C'est-à-dire que tu Tant peux mieux. essayer. Oui, oui, oui. Ça veut dire aussi, surtout, qu'il y a certaines marques studios, maisons de production, qui ont dit attention, vous sortez un modèle. Si vous sortez quelque chose par rapport à ça, ça et ça, nous on vous attaque et on vous attaque lourd. Parce que derrière Star Wars, je crois que c'est Disney. Donc c'est du lourd. Et effectivement, ils ont peut-être pas la même puissance de frappe ou menace. Ils représentent pas la même menace que Studio Ghibli. Les pauvres, voilà, qui ont été Mais copiés. Ouais. Mais tu as complètement raison. Et en fait, c'est un gros point, c'est qu'aujourd'hui, on a la puissance de calcul, on a les algorithmes, mais il y a tout un travail derrière où on va appeler ça de labellisation, où tu peux pas faire n'importe quoi. Les enjeux, ils sont dramatiques. Et d'un autre point de vue financier, ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'ils aient proposé la solution pour le moment à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde peut s'en servir. C'est pour ça qu'on est peut-être un petit peu inondé. C'est gratuit. Alors, tu peux pas en faire énormément, mais même si tu payes pas, tu peux générer des images. Ouais. Et en fait, les images, ça s'arrête pas juste à prendre des visages et les transformer. Bah, ils ont une très bonne documentation. Enfin, ils ont fait un article Ouais. et ils présentent très bien si tu veux faire des stickers, si tu veux faire certaines conditions. C'est vraiment très très cool. Encore une fois, d'un point de vue financier, je ne sais pas juste où ils vont aller. Pour moi, ça reste les leaders, les meneurs d'un groupe, mais ils n'arriveront jamais à... Moi, je reste En fait, la convaincu vraie qu'ils n'arriveront question, pas à gagner de l'argent à la fin. c'est C'est comment trop. monétiser ça, parce que Sam Altman le disait, ils ont eu un tel engouement qu'en fait, qu'ils avaient leur GPU et leur serveur et leur data center qui étaient littéralement, hein, il disait, en train de fondre, parce qu'en fait, il y a eu une demande phénoménale. Donc, ce qu'il faut quand même bien s'apercevoir, c'est qu'aussi d'un point de vue environnemental, enfin, c'est sympa de repasser tout son album photo en mode Ghibli, mais il faut quand même se poser la question de savoir ce qu'on fait des bébés phoques qui sont moins contents d'être ghiblifiés, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça bouffe une énergie considérable.
Et il faut savoir se poser les vraies questions derrière. C'est-à-dire, bon, on joue une ou deux fois, mais maintenant ils l'ont limité, hein, mais il y avait effectivement beaucoup d'abus. Il y a même eu des gens en 5 jours entre le moment où c'est sorti publiquement et ça a été et aujourd'hui, ils ont créé des apps ou des sites web pour ghiblifier tout ce que tu veux, transformer en étant qu'un wrapper et en fait une enveloppe qui va derrière appeler OpenAI. Et plein de gens se posent la question, se disent, bah voilà, c'est du business temporaire parce que à un moment donné, ils vont être attaqués par les ayants droit potentiellement. C'est un Tout à risque. fait. C'est un Ben risque. ouais, c'est un risque et puis c'est pas très bénéfique pour dans le fond, c'est pas très bénéfique, c'est-à-dire que ça reste toujours, et là c'est hyper philosophique, on sort des choses qui peuvent être très vertueuses, on en fait quelque chose d'un peu, c'est sympathique, ça sert à rien. Studio Ghibli fait très bien son travail, ils font des très belles choses. Euh, c'est rigolo une ou deux fois, créer un business là-dessus, c'est chiant. Enfin, je trouve ça chiant, tu vois. Et dans une Ouais, autre mesure, par contre, ouais. désolé, je te coupe, mais Vas-y, dans vas-y. une autre mesure, j'ai trouvé des choses très intéressantes. Encore une fois, sur LinkedIn, et je sais pas comment je suis tombé là-dessus, c'est la magie des réseaux sociaux. Oui, parce que c'est Où... rare hein, quand même sur LinkedIn de tomber sur des choses intéressantes. Non, mais en fait, moi, comme je fais de l'IA, c'est plus des maths et ce genre de choses. Mais de l'autre côté, tu as des gens en marketing, en fait, qui ont Ah, bien dit, sûr. bah, il y a une révolution. Ouais, bien Et sûr. si en fait OpenAI, je me dis peut-être que OpenAI, quand ils proposent une solution gratuite, c'est pour voir les avenues possibles. Et s'ils ont vu, Oui, puisqu'il y a eu des c'est du prompts, test de marché finalement. peut-être, je Ouais. sais pas, je vois pas sinon comment ils peuvent générer de la valeur, mais effectivement, il y avait tout un sujet de, bah en fait, tu peux créer peut-être pas des campagnes marketing, ou je m'y connais très peu, hein, des campagnes marketing, ou essayer des choses de façon, Ouais. enfin, c'était Ouais, ouais. somptueux. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'ai vu des choses très impressionnantes tu prends... en fait, l'idée, c'est de prendre pas tout le temps le même modèle, mais tu prends GPT-4 d'un côté, tu vas prendre peut-être Anthropic pour la copie et pour le texte que tu vas bien modifier. Et ensuite, tu peux faire une pub, tu peux faire un visuel, tu peux faire un montage, une mise en avant, etc. Donc oui, ça peut être très intéressant. Peut-être on a fait le tour des modèles. Il y en a Ouais, sûrement qu'on a oublié. ouais, bah on aurait pu en parler encore pendant Non, mais c'est longtemps. évident, c'est évident. On, on saute sur les agents, on saute dessus. On saute dans les agents, Non, exactement. bon, on saute là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en gros bah, il y a deux gros sujets. Bah, déjà, il y a GeneFace déjà qui travaille beaucoup. Ils font une formation sur les agences qui est très utile et très bénéfique, ça je pense, puisqu'ils présentent un peu mieux ce que c'est les agences, c'est un peu plus facile à comprendre. Et puis on a eu de l'autre côté OpenAI. Ouais, OpenAI qui sont en train de créer toute une suite assez puissante sur les agents qui vient remplacer Swarm. Swarm, c'est ça. Ouais, qui veut dire Euh, essaim. Mm. et donc, ils proposent enfin pas deux solutions, mais tu te rappelles des noms? Agent SDK et Ouais, Response API? Ouais, ouais, c'est ça, exactement ça. Tu as un Response API et tu as Agent SDK que je n'ai pas eu le temps de tester. Je t'avoue que je n'ai pas eu le temps de le tester. Mais effectivement, bon, en fait, aujourd'hui, tu as tous les gros fournisseurs qui soit préparent, soit lancent leur framework agentique. Et alors, c'est assez marrant, mais finalement, euh, on disait que ça allait être très agent, mais en fait, je pense que le gros élément marquant finalement de ce premier trimestre, je pense que ça a été le MCP et le modèle contexte protocol. C'est-à-dire ouais, qu'en fait, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, tout le monde s'est focalisé, ils sortent tout leur framework, agent, etc. Mais en fait, le MCP sera probablement la pioche et la pelle des agents et de ces frameworks agents. Donc je pense que l'un et l'autre sont super dépendants. Donc Ah, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, juste pour rappel, les deux sujets de OpenAI, donc ils ont sorti en fait des solutions, pour la faire très simple, des solutions qui permettent de mieux gérer les agents. Ça passe principalement par le partage de connaissances entre les agents, ce qu'ils appellent, j'ai oublié, les garde-fous, ce qui est nécessaire en fait pour les agents, Mhm. et surtout bah, une suite de trois petits outils. Donc, quand on fait des agents, en fait, les agents, on envoie un prompt, ils observent, ils agissent avec les outils disponibles. Et là, il y en a trois, c'est l'utilisation de l'ordinateur,
de l'ordinateur, Ouais. pardon, Ouais. l'utilisation de file system et Ouais. Internet. La recherche web. Et je rebondis sur ce que tu dis sur les MCP, je suis à 100% d'accord avec toi. Et je trouve ça sain, c'est peut-être la partie qui est saine dans cette histoire, puisque en fait, la semaine dernière, OpenAI, on se rend compte que OpenAI travaille fortement aussi sur les MCP. Ouais. Donc là, on met de côté tout ce qui est concurrence, à sortir la même solution en une équivalence, puisque tout, Anthropic, que ça soit Gemini, enfin Google, que ça soit, font les mêmes choses. Ils vont tous sur Internet, ils ont tous maintenant le raisonnement. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, l'autre le fait. Et aujourd'hui, non, ils se sont mis d'accord, ils ont toute une section sur le MCP. Et donc, ce protocole est bien parti pour être la référence. Je ne sais pas si tu as Ce des qui avis est... là-dessus. Oui, oui, alors tout à fait. Moi, je code des MCP le week-end, la nuit, la semaine, tout le temps, dès que je peux. J'adore ça. J'aime beaucoup les MCP. Ce que je trouve de très intéressant, c'est que effectivement, MCP, qui est un espèce de standard qu'a voulu lancer Anthropic, si OpenAI n'avait pas dit et n'avait pas suivi, ne s'était pas engagé en disant nous aussi on va soutenir MCP et être compatible avec le protocole MCP tant client que serveur, outils, ressources, etc. Si OpenAI n'avait pas fait ce geste-là, il y a fort à parier que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Anthropic de créer un standard. Mais maintenant Tu penses? qu'OpenAI Ok. en fait y va, je pense que ça va pousser absolument tout le monde vers ce standard qui, je pense, est très prometteur. D'autant plus que tu vois, là, tu disais, OpenAI, ils ont sorti leur Agent Framework. De temps, tu as la recherche web, tu as différents outils. Recherche web, fichiers et utilisation de l'ordinateur. Ce que je pense, c'est qu'il faut arriver à découpler les choses. Les modèles sont les modèles. Et ensuite, tu auras beaucoup de fournisseurs de MCP serveurs, de MCP clients, etc. Mais c'est une autre couche et c'est un autre, j'ai envie de dire, c'est un autre métier. Donc je trouve que c'est bien que ça soit découplé et qu'il y ait un autre standard et que ça puisse comme ça. Aujourd'hui, maintenant, tu as, je sais plus, tu as des annuaires et des répertoires de serveurs MCP. Qui sont tous plus exotiques et intéressants les uns que les autres. Je pense que ça va créer un vrai potentiel et des vraies opportunités pour des fournisseurs de SaaS de pouvoir s'intégrer très prochainement avec les LLM et les interrogations en langage naturel. Je suis complètement d'accord. Et pour moi, ça, c'est une évolution plus. Enfin, les MCP, c'est une évolution plus naturelle pour les software développeurs. Ouais. Là, on peut en parler pendant des heures Ouais, peut-être, mais c'est pas le sujet. Mais c'est super cohérent. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée pour entrer dans l'AI, pas comme le AI engineering avec. C'est un peu compliqué quand même. Là, je rentre dans quelque chose de délicat, mais les MCP, moi, je me sens pas capable d'entrer. Je me sens capable d'en utiliser. Entrer, je pense que c'est un peu plus difficile. C'est un boulot de Et software engineer ou je de AI pense. engineer. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que c'est plus naturel. Ça nous permet presque de glisser sur le vibe coding aussi, parce qu'on voulait en parler aussi. Ouais, Qu'est-ce on que va en parler. On va Qu'est-ce en que c'est parler que un le petit vibe peu. coding? On va en Tu sais parler que j'en ai beaucoup un parlé petit peu. avec online sur Twitter avec Simon Williamson, Qui est? qui est le cofondateur ou fondateur du framework Django en Python, Ok. et qui est très 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 averti sur l'IA. Je suis très impressionné à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, généralement 3 ou 4 heures après, il l'a essayé. Et il a fait un article de blog dessus. Non, je l'ai interpellé parce qu'aujourd'hui, le vibe coding, c'est Andrej Karpathy, qui est un très grand, un des dieux vivants de l'IA. Il a été cofondateur d'OpenAI, il a été directeur scientifique IA de Tesla. Et aujourd'hui, il est vraiment écouté, regardé. Et c'est lui qui a initialement sorti ce terme de vibe coding. Si tu vas en parler Ouais, alors moi pour je les vais gens qui rentrer. nous écoutent. Je vais Est-ce que faire ça un veut dire qu'ils plongeon. écoutent de la musique Non, je vais faire un particulière plongeon dedans, puisqu'on arrive quand même bientôt, je pense, à la fin de l'épisode déjà, mais je vais faire un plongeon C'est pas dedans. Le vrai. vibe coding, c'est 44 le fait minutes. de faire confiance à son code de façon très large Alia et à l'IA. ou Et de LLM. l'autre côté, tu as YC Combinator, enfin Ouais. YC, pardon, ceux qui font les startups aux États-Unis, enfin pardon. C'est pas ceux qui font des startups, vous m'avez Qui compris. accélère les startups Ouais. et Désolé. qui les chouchoute, qui les prépare à devenir des Exactement. licornes.
Et en fait, ils expliquaient que 25% des entreprises avaient 95% de code qui avait été fait par l'IA. Et donc, ces deux choses en même temps qui sont arrivées ont fait que le vibe coding, c'est devenu pas une tendance, mais une, une notion clé qui fait couler beaucoup d'encre. Et en fait, ça pose pas mal de questions, puisque bah là, je ne sais pas trop par où commencer, mais c'est déjà admettre que les LLM et les AI, ils fournissent énormément de code de Oui, relativement bonne qualité. Ça veut dire que les entreprises que nous, on consomme en tant que tel, en tant que client, c'est potentiellement du code généré par l'IA. oui. Ça veut sûrement dire derrière qu'il y a besoin de beaucoup, beaucoup moins de personnes. Ça t'en parlait depuis très longtemps, Pierre. Et de l'autre, le dernier truc, c'est à quoi bon, alors là c'est un autre sujet, à quoi bon apprendre le code. Je voudrais tout de suite débuter sur ce C'est sujet-là. c'est énorme, hein. Il nous faudrait presque un épisode entier pour discuter de ça. Ouais, Mais c'est des points super, super intéressants. En fait, qu'on soit pour ou contre le vibe coding, c'est-à-dire le fait, en fait, ce qui se passe, c'est que le vibe coding, on peut le résumer un peu comme ça. C'est qu'avant, les développeurs, c'est quand même eux qui, à 99,9%, développaient du code. Aujourd'hui, avec les LLM et les IA très très puissantes, les vibe codeurs, entre guillemets, peuvent potentiellement en fait, ne presque plus coder. Et finalement, accepter, faire du prompt engineering, demander au LLM, etc., débugger avec l'IA. Donc finalement, produire eux-mêmes avec de leur tête beaucoup moins de code que ce que le LLM, lui, code. Mais du coup, ça pose des questions sur la sécurité du code, ça pose des questions sur l'IP et la propriété intellectuelle du code, ça pose des questions sur la dette technique pour les entreprises, c'est-à-dire plus on se retrouve avec du code, plus il faut maintenir ce code à jour, le maintenir dans l'évolution, etc., etc. Donc et ça pose des questions pour les générations, c'est ce que tu disais dans la fin de ton propos sur tous ces gens à qui on dit faut aller bosser dans le numérique parce que il y a pléthore de jobs, etc. En fait, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, bah non. C'est déjà il en y a train de ça. changer. Alors moi je le vois déjà sur le marché canadien, c'est très compliqué. Et Et un au-delà de marché ça, américain ouais. encore plus que ça. Ouais. Mais il y a un sujet qui est hyper important à mes yeux, c'est que Andrew Karpathy, il a le droit de parler de vibe coding, puisque ça c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il a fait des réseaux de neurones à la main. Et quand Ouais. je dis à la main, Ah oui, on oui. peut, c'est-à-dire que si lui, se met à lui faire du code, il a déjà appris à écrire. C'est-à-dire que si un ordinateur écrit pour lui, il a déjà appris à écrire. Et même plus que ça, il sait comment le stylo plume est fait, il sait l'encre C'est ça. à l'intérieur, il sait le papier, quelle presse a été utilisée, etc., etc. Donc il a vraiment en fait tous les C'est ça. sous-bassements. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, c'est qu'en fait, il connaît tout. Enfin, il connaît tout. Peut-être maintenant, il connaît plus tout, mais il sait comment les choses fonctionnent. Et en fait, le problème, c'est comment on déforme. Il y a une distorsion du propos. Aujourd'hui, une personne qui vient, et je le pense même pour moi, c'est-à-dire que j'ai 6 ans, 7 ans d'expérience, si je fais trop de vibe coding, c'est dangereux. Pour moi, avec 7 ans, c'est dangereux, puisque moi, je ne sais coder que dans un seul langage très bien, Python. Je suis très à l'aise côté algorithmie, mais c'est un métier, enfin, toi demain, tu as 20, 25 ans de carrière, peut-être plus. Mm. Euh, Toi, par exemple, ça peut être utile pour toi parce que tu gères une entreprise, tu peux gagner du temps, mais j'imagine, déjà on le voit quand on parle, pas sans podcast, mais il y a plein de choses que je ne connais pas, tu vois, tout ce qui est Ah, bien les sûr. sujets de back-end, de soft, c'est tout un domaine, c'est Donc une langue, finalement, en qu'est-ce que fait. tu as peur de reléguer ton expertise? Déjà, tu as peut-être peur d'une érosion de tes Non, pas du connaissances? tout. C'est Non. comment on consomme les propos d'une personne si douée dans son domaine. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, oui, mais Andrew Karpathy, il dit le vibe C'est coding. cool. Ouais, mais Ouais. c'est cool, c'est génial, mais tout le monde ne doit pas faire du vibe coding. Carrément. Et, et dans Entièrement une plus d'accord avec forte toi. mesure, par Ouais. contre, ça peut dénaturer, pas dénaturer, mais ça peut rendre moins puissant notre expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde peut faire du code, tout le monde pense que le code c'est facile. Non, le code c'est pas facile. On n'est pas 5 sur 5, 10 sur 10 sur son langage au bout de 3 mois, 6 mois, 2 ans. Des fois, il faut toute une vie, et j'abuse pas, il faut toute une vie pour comprendre tout un langage. Et c'est exactement pour ça que sur Twitter ou sur X, j'interpellais justement ce Simon Willison et je lui disais, moi je propose que plutôt que d'appeler ça vibe coding,
J'aimerais bien qu'on appelle ça vibe engineering. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que le flow, j'accepte tout ce que le LLM ou l'IA me donne pour coder, pour développer vite, du code au kilomètre, de la fonctionnalité au kilomètre aussi. Il faut en revenir, à mon sens, et c'est là où je boucle par rapport à ce que tu dis, et je suis entièrement d'accord, au sens fondamental qui est l'ingénierie logicielle. C'est de l'ingénierie. C'est-à-dire, c'est des problématiques, des algorithmes, tu l'as dit, des structures de données. Ce sont je vais rentrer un peu dans le jargon, mais des design patterns, des concepts, des méthodologies, des workflows. Et c'est ça l'ingénierie. C'est pas pondre des kilomètres de code immaintenable, etc. C'est pour ça que je préfère le vibe engineering, c'est-à-dire être capable d'accepter ce que... en fait, c'est être capable d'accepter ou de même de remettre en question ce que le LLM ou l'IA te propose et de ne pas tout accepter non plus et d'avoir une idée quand même du design et de la conception et de l'architecture qui sont encore très utiles. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est toujours valable d'apprendre à coder, etc. En fait, non, je reviendrai à ce que me disait mon prof de maths il y a 30 ans, qui me disait, mais l'avenir, il n'est pas aux informaticiens ou aux développeurs, en fait. L'avenir, il est aux algorithmiciens. Et en fait, il y a 30 ans, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'avenir, il est toujours radieux pour les ingénieurs, les gens qui s'intéressent aux fondements fondamentaux des problématiques, et pas simplement à savoir si c'est avec un tournevis cruciforme ou avec un tournevis plat qu'on va résoudre ce problème-là. Mais si déjà, à la base, est-ce que c'est même avec un outil de type tournevis qu'il faut l'utiliser et qu'il faut répondre à cette problématique ? Est-ce que ça serait pas le mot de la fin ? C'est ça, En problématique. vrai. Ou Non, vibe coding et vibe engineering. C'est ça, mais c'est c'est le un mot de vrai la fin. sujet, vaste sujet. On pourrait en parler pendant franchement très longtemps du Carrément. vibe coding. De toute façon, Moi, on a oublié plein de trucs. On a toujours des plans de 3 pages. Et en fait, on fait une demi-page ou une page. Parce qu'en fait, il y a tellement d'actualités et tellement de choses. On voulait parler de la robotique, de la multimodalité, la robotique, etc. Ça sera pour les prochains épisodes. On va faire un épisode par semaine bientôt. Ouais, c'est On ça. pourrait. Non, mais ça, on pourra pas. Non, on manque de temps. Merci Thomas, merci à vous tous qui nous écoutez, nous regardez. N'hésitez pas, encore un like, des 5 étoiles, ça nous aide, on monte dans les classements. Un jour, on va être devant Lex Fridman, devant Huberman, devant François Sorel de BFM. Voilà, on veut être devant ces gens-là, on veut tirer la bourre et tout ça. Non, c'était très agréable de discuter avec toi, Thomas. Merci beaucoup Pierre, c'était très cool et on se retrouve dans 2-3 semaines pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Voilà, c'est ça, pour un remake et un remix du mois d'avril qui sera au moins aussi chargé. Merci à tous. Ouais. Merci Pierre.